Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Cahute pour une émission sur le thème des assassinats dans l'histoire. Déjà, petit mot pour tous ceux qui passent les rattrapages actuellement. Bon courage, c'est la dernière ligne droite, donnez-vous à fond. On espère voir le plus nombreux possible l'année prochaine. Effectivement. Si vous passez les rattrapages actuellement, coupez le live et concentrez-vous sur votre question. Et puis sinon, force à vous en général. Tom, aujourd'hui, alors tu vas nous parler de quoi en particulier exactement? Moi, je vais vous parler de la figure de l'assassin et de son évolution dans la culture populaire. Ouais. Comment est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on en parle, tout ce genre de choses. Donc voilà, ça va être sympa avec des petites illustrations sympathiques. Manon? Moi je vais parler des assassinats en tant que rite, dans les sacrifices ou les traditions de différentes cultures. Et pour ma part, je vais vous parler des assassinats dans l'histoire, ce que ça nous laisse dans la culture, que ce soit sur la culture un peu populaire ou dans l'art, de différentes manières, et de tout ce qui est complotisme derrière. Et donc on peut commencer avec ma chronique, je pense. Déjà, j'ai pas demandé, mais est-ce qu'on nous entend bien dans le chat? Est-ce qu'on nous entend bien? Moi, je pars du principe que s'ils nous disent pas « on vous entend pas, au secours à l'aide », c'est qu'ils nous entendent plus. Surtout le au secours à l'aide qui est très important. Oui, bien sûr. Bon, j'attends de voir au niveau des... Mais c'est vrai, je pense que ça devrait aller. Oui, on a fait les tests. Ouais.
Du coup, là, t'as le diapo affiché? Là, tu peux y aller. Allez. Les gens voient ce que tu as à leur montrer. Ben, let's go. Donc du coup, ce qui m'avait donné envie, moi, de faire cette chronique, c'était un tweet de Charlie Danger, qui est une youtubeuse de la chaîne Les Revues du Monde, et qui a sorti du coup une vidéo sur la conspiration du harem. Donc ça se passe en 153 avant Jésus-Christ, et c'est une des plus anciennes et plus grosses conspirations de l'Égypte ancienne, qui avait pour but d'écarter Ramsès III du pouvoir. Donc évidemment, si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations à ce sujet, regardez sa vidéo, elle est très bien construite. Et en plus, elle est vraiment très divertissante. Et pour moi, genre, du coup, cette idée qu'il faut dégager, c'est qu'est-ce que c'est qu'un assassinat et quelle est la différence avec un meurtre. Donc, un meurtre, c'est un homicide qu'on commet sans préméditation. Alors que l'assassinat, lui, il a cette préméditation, c'est ses pensées, c'est réfléchi, c'est mis en place. Et donc du coup, pour l'exemple, Han Solo, il se fait... c'est pas prémédité. En tout cas, Kylo Ren ne va le tuer. C'est donc un meurtre, pas un assassinat. Au-delà de la petite blague, on a du coup... historiquement parlant, du point de vue créationniste, le premier meurtre de l'histoire, qui est celui avec le cas de Cain et Abel. Donc ce sont les fils d'Adam et Ève, Cain qui est l'aîné, Cain est paysan, Abel, lui, il est berger, et lorsqu'ils vont proposer à Dieu une offrande, du coup, Cain n'aura que des fruits du verger à lui proposer, tandis qu'Abel va pouvoir lui proposer un bel agneau. Alors évidemment, Dieu ne va pas cacher sa préférence, ce qui va mettre un peu mal Abel, qui va essayer d'aller voir son frère, le calmer, parce qu'il voit bien que ça touche quand même Cain, que ça se soit passé ainsi. Mais la jalousie est en train de ronger Cain, et donc du coup, quand ils se baladeront dans un verger, il tuera son frère Abel. Donc la suite de l'histoire, c'est qu'il est maudit par Dieu à ne plus pouvoir faire pousser quoi que ce soit de la terre, et il est exilé. Donc ça, c'est un meurtre. On a aussi le cas justement de Romulus et Rémus, aussi un meurtre, sur du coup cette petite dispute qu'il y avait pour la fondation de Rome, à savoir, je veux la mettre ici, non ce sera pas là, tiens je vais passer le pomérium, limite PTDR on s'en fout. Non, du coup, c'est un meurtre aussi, ce n'est pas un assassinat. Et si je parle de ça, du coup, c'est parce que ces trois propositions de Han Solo, de Romulus et Rémus et d'Abel et Cain, on les a proposées sur Instagram. D'accord. Voilà. Surtout Han Solo, quoi, c'est... Et du coup, pour en revenir sur vos sondages et sur l'assassinat en lui-même, il y a évidemment quelque chose qui est ressorti... Ah oui, le spoil. Ah oui. Désolé pour le spoil, mais bon, à un moment donné, c'est sorti il y a un moment. Oui, du coup, la chose qui est vachement ressortie des sondages sur Instagram, c'est évidemment la mort de César, qui est l'assassinat le plus célèbre de l'histoire. Donc je ne vais pas vous rappeler exactement ce que c'est rappelé, je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer à nouveau la mort de César. Pour résumer, on a la guerre des Gaules, César du coup augmente dans le cursus honorum, la guerre civile avec Pompée. César, c'est le grand vainqueur, nommé dictateur à vie. Il s'octroie des privilèges. Et d'ailleurs, pour revenir sur le mot dictateur, il faut bien comprendre qu'à l'époque, le mot dictateur n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Un dictateur, c'était un statut dans la société romaine, un homme à qui on confiait les pleins pouvoirs pour une durée limitée, en général d'1 an, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, cet homme avait juste pour but de ressaisir la vie, la vie romaine qui était du coup instable, que ce soit par rapport à des guerres ou par rapport à une crise interne. Et il faut savoir que du coup, les Romains, de base, ils haïssent la figure unique du pouvoir. On se souvient du coup, au début, fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, le dernier roi, Tarquin le Superbe, qui est chassé de Rome. Il va y avoir un événement qui va un peu tendre les Romains. C'est quand Marc Aurèle va vouloir couronner César.
Là, il va sonder la foule, pardon. Il va sonder la foule. Marc Aurèle va essayer de poser une couronne de laurier pendant une célébration. Et la foule est là, en mode, pas terrible, frérot. Hein. Donc César va repousser la couronne. Marc Aurèle va retenter. Et là, du coup, il y a une instigation qui va se mettre en place. Il y a un complot qui va se préparer. Et Marc Aurèle, qui est pourtant un soutien fort de César et qui est au courant de ce qui est en train de se préparer, ne va pas dire à César, ne va pas informer César de ce qui se prépare. Très étonnant, mais il ne le fera pas. Et donc du coup, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, les sénateurs arrivent à isoler César et il me semble qu'ils sont 23 sénateurs vont assassiner César de coups de couteau, notamment sur l'œuvre que vous voyez ici. L'ironie, c'est que ce soit devant la statue de Pompée. Alors bon, cet assassinat, il est connu par des récits d'époque, hein, que ce soit de Suéthénone ou de Plutarque, mais il est aussi par l'image, donc ce tableau qui a été fait par Camuccini en 1806, un de mes tableaux préférés, il est magnifique, c'est un tableau gigantesque de 4 mètres par 7. C'est une peinture néoclassique, hein. Le néoclassicisme, c'est aussi de la peinture historique. C'est réalisé dans un contexte où l'Europe est très nostalgique de l'art romain, de l'art grec. C'est le beau, c'est l'esthétisme, c'est l'idéal en fait de beauté. On m'a aussi proposé du coup l'assassinat de Commode, donc le 31 décembre 191. On a dans le chat Nérilas qui apporte. Déjà qui nous dit 2 fratricides, 1 patricide, ça commence bien cette chronique. Maintenant, c'est même 2 fratricides, 2 patricides. Donc, ouais, on c'est vrai que des assassinats sympas. Hein. Ouais, c'est vrai. Petite histoire de famille. Et c'est vrai que c'est Marc-Antoine, Marc Aurèle, c'est vrai que. C'est parce que les noms se ressemblent. Ouais, non, mais. C'est en train de descendre. C'est la fin de l'année. Ouais. Monsieur Tessé, si vous nous regardez, c'est lui qui a préparé sa chronique. Nous, on y est pour rien. En plus, dans tout ça, c'est que je suis idiot. C'est ça, Marc. Non, c'est pas grave, ça arrive même ailleurs. Merci pour la précision. Et oui, justement, c'est pour ça, c'est Commode, qui est assassiné en 191, le 31 décembre, par sa maîtresse, Marcia. Rita Mitsuko, ça me fait penser. Marcia, j'avais dit. Donc, Commode, qui est-il? Donc, c'est quelqu'un qui est réputé pour sa violence, mais qu'il faut néanmoins nuancer, ou pas trop. Marcia, qui du coup est sa femme, est chrétienne. Et donc du coup, le temps de ce règne, les persécutions contre les chrétiens vont disparaître un temps, mais juste parce que sa femme est chrétienne. Pas pour plus de raisons, donc une violence assez. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais ce qui nous en reste du coup dans la culture de Commode, au-delà de cette violence, c'est évidemment le passage dans Gladiator avec Joaquin Phoenix, où vraiment c'est l'anti-héros qui est bien interprété, qui reste vraiment dans la culture. S'ensuit du coup, plus chronologiquement, en 1459, est mort en 1524, c'est Ezio Auditore da Firenze, évidemment très connu pour la saga de jeu Assassin's Creed, dont Tom, tu nous reparleras juste après. Donc je passe. Et un autre de mes moments préférés de l'histoire, c'est la mort de Marat, donc surnommé à l'époque l'ami du peuple, comme le nom de son journal, et qui a été assassiné le 13 juillet 1793. Et ce crime, à l'époque, il est vraiment considéré comme un crime contre la nouvelle constitution, un attentat, carrément. Et donc la Convention nationale, qui gouverne la France à ce moment-là, va commanditer un artiste, à savoir du coup David, qui a fait Napoléon franchissant le col du Grand Saint-Bernard, et qui réalise du coup la mort de Marat. La mort de Marat, qui est aussi un tableau gigantesque, qui il n'y a pas longtemps, il y avait une reproduction qui était au musée Médard de Lunel, donc vous pouviez le voir, il est très très beau. Et en fait, du coup, David, c'était quelqu'un qui était très ému, qui était très proche de Marat. Et il voulait faire de Marat un martyr de la liberté dans cette œuvre.
Et Marat, s'il a été assassiné, c'était par rapport au conflit entre les montagnards et les Girondins. Les Girondins qui avaient été éliminés et dont l'assassine du coup de Marat était proche. D'où le fait qu'on ait eu du coup cet assassinat. Marat qui du coup était un des artisans de la Révolution, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui était un montagnard. Et qui était lui montagnard, C'est ça. qui était montagnard, qui a pu accéder et qui était très connu pour sa véhémence, pour des récits très très forts, très comment je pourrais dire ça, disons très orientés sur la violence. Voilà, c'était vraiment essayer de passer par la violence pour stabiliser la France. Il n'était pas très commode dans les commentaires. J'aime les petits jeux de mots comme ça. C'est vrai. J'apprécie. On passe du coup sur l'époque contemporaine. Alors l'époque contemporaine, un assassinat on ne peut plus connu, qu'on m'a aussi proposé sur Instagram, c'est l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, qui est mort du coup le 28 juin 1914 lors de l'attentat de Sarajevo. Et donc du coup, on est dans quel contexte? On est dans un contexte où dans les Balkans, c'est très instable. La Ligue balkanique, donc un assemblement de pays de l'Est qui s'est coalisé contre l'Empire ottoman, qui est en déclin, va continuer à l'affaiblir. Il va y avoir une espèce de panslavisme. Là, petite référence du coup au cours de L2 qu'on pouvait avoir avec Monsieur Baldasseroni s'il nous regarde. Et donc du coup, il y a cette instabilité déjà installée dans les Balkans. Et il y a un jeu d'alliances qui est fait déjà depuis la fin du 19e siècle, des alliances franco-russes, qui mènent du coup à triple alliance, triple entente. Et quand François Ferdinand d'Autriche est assassiné, il y a une montée en puissance des menaces. Les Serbes, là où ça s'est passé du coup, qui vont absolument réfuter ceci, tout en interdisant aux Autrichiens certaines choses. Et donc du coup, quand ils se déclarent la guerre, il y a un jeu d'alliance qui s'instigue. Les Serbes appellent la Ligue balkanique, les Russes, la France du coup, l'Angleterre qui va rejoindre ensuite, les Autrichiens alliés du coup à l'Allemagne, enfin, qui n'est pas encore l'Allemagne mais l'Empire prusse, qui est aussi du coup allié à l'Empire ottoman. Enfin, du coup, il y a tout un jeu d'alliance qui rentre. Et ce qui nous en reste dans la culture, c'est aussi des choses qui se voient beaucoup dans les manuels scolaires, c'est cette illustration de l'assassinat de l'archiduc héritier François Ferdinand d'Autriche. Un élément du coup majeur du début du XXe siècle qui du coup a changé le cours de l'histoire. Après, on peut, sans forcément changer l'histoire, les tensions étaient déjà telles que la Première Guerre aurait sûrement éclaté avec ou sans cet assassinat, mais il a servi quand même de... Cet assassinat, c'est un petit peu en fait la bulle de toutes les frustrations nationalistes qui se sont accumulées tout au cours du 19e et du début du 20e qui explosent. Et on a Nérias qui nous dit évidemment ne pas confondre avec les Balkany. C'est très drôle. Voilà. C'est vrai qu'effectivement la distinction est à faire. On ne parle bien sûr pas du roi des roublards, mais du début du XXe siècle, c'est une petite subtilité dans le nom. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que par rapport au nationalisme dont tu parles, c'est que justement, François Ferdinand d'Autriche a été assassiné par un jeune nationaliste bosniaque qui était rattaché du coup à un service secret serbe qui s'appelait la Main Noire. Et donc du coup, c'est aussi là qu'on voit justement ce jeu d'alliance, ces complots qui se font derrière. Dans la même période, on a Jean Jaurès. Jean Jaurès qui est assassiné en France le 31 juillet 1914, donc un peu après, à 21h40, alors qu'il dîne sur la rue Montmartre, posément, au café, comme on peut le voir du coup sur cette illustration que je vous ai mis. Et il est assassiné pas loin du siège de son journal, L'Humanité. Donc il est atteint par 2 coups de feu. Et en fait, pourquoi Jean Jaurès est ciblé par un assassinat? C'est tout simplement par le fait que Jean Jaurès faisait des efforts considérables pour ne pas faire rentrer la France en guerre. La France ne rentrera en guerre que début août 1914, pour la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi tout un jeu politique, notamment l'Union sacrée,
cette alliance politique qui va réunir la France pour un but commun, à savoir la guerre, qui tiendra jusqu'à 1917, il me semble, pour l'Union sacrée. C'est ça. Et donc du coup, Jean Jaurès, au-delà d'être un martyr aussi, avec des rues à son nom un peu partout en France, c'est aussi son assassinat le moment où on marque une fracture politique en France, et ce qui va du coup amener aussi la France à accepter cette rentrée en guerre qu'on aura ensuite. Jean Jaurès d'ailleurs, tu dis qu'il est présent sur plein de voies en France. À Nîmes, on a évidemment l'avenue Jean Jaurès qui est une grande avenue et qui a fêté ses 100 ans l'an dernier. Ah, il y avait des discussions sur le fait de mettre une statue de Jean Jaurès à Nîmes sur l'avenue Jean Jaurès, justement pour fêter les 100 ans de cette avenue qui est quand même emblématique de la ville de Nîmes aujourd'hui. Donc voilà. S'il y a des gens qui nous regardent depuis le Jean Jaurès, et voilà. Mais du coup, encore une fois, dans la continuité de la guerre, la Russie, donc du coup avec évidemment les Romanov, donc pendant la Première Guerre mondiale, les Russes se retirent de la guerre à un moment donné, et il y a une grande instabilité intérieure au pays qui donnera lieu à la révolution de février 1917 en Russie. Cette révolution, instigée par du coup des partis ouvriers totalement différents, tout le monde n'était pas mené par Lénine, il faut bien faire la différence, vont revendiquer leurs droits, et ça va mener du coup au moment où on va chasser la famille du tsar, qui est Nicolas II. Et si j'en parle, c'est tout simplement parce que dans la culture populaire, on a un mythe, le mythe selon lequel la dernière fille du tsar serait encore en vie. Bon, là, plus actuellement, mais aurait survécu, se serait enfui. Et du coup, par la culture populaire, ça a été énormément repris et transformé, modifié pour Anastasia, voilà, qui est un monument de l'animation pour les années 2000, pour ceux qui ont grandi avec. Et pour cette fois-ci rompre avec la Première Guerre mondiale, on va passer sur la Seconde Guerre mondiale. Avant quand même noter que dans Anastasia, il y a le personnage de Raspoutine, qui a aussi toute un réseau de théories du complot autour de sa mort, de son assassinat, de théories sur des pouvoirs potentiels. Vraiment, la famille Romanov et son entourage a amené à tout un réseau d'histoires sur les assassinats, dont il y a encore des fictions qui sortent aujourd'hui, donc c'est intéressant. Quoi. Non, mais les théories complotistes, j'en parlerai sur la fin, mais c'est vrai qu'il y en a énormément pour tout, et ça va chercher très loin des fois. Du coup, forcément, si on parle théorie du complot, assassinat et guerre... Si on parle de ça, une œuvre que j'aime beaucoup, dont je vais parler un petit peu après, déjà l'introduire, il y a des choses qui me fascinent pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ces assassinats ratés du petit moustachu, pour éviter de dire son nom et pour faire honneur à Éric Tessier qui n'est pas là. Donc Adolphe... Parce qu'il dit ça, hein, pas parce que c'est un petit moustachu, on s'est précisé quand même. Adolphe Moustachu fait un putsch en 1923, une tentative de prise du pouvoir, à Munich, qu'on appelle aussi le putsch de la brasserie. Du coup, à ce moment-là, il est dirigeant d'un parti, la NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou en français, du coup, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, donc qui se réfère un petit peu à un parti ouvrier. On a tendance un peu à rigoler de ce putsch, dans le sens où il est très caricaturé. Il est très caricaturé, il est très souvent perçu comme quelque chose qui a vraiment foiré. Et donc dans l'histoire, on passe un petit peu à côté, je trouve. Alors qu'il a quand même une origine très travaillée. Il fait quand même référence du coup à un état social en Allemagne qui est assez inquiétant. Suite à ça, du coup, le petit moustachu a failli mourir. Il s'est pris une balle qui vraiment à quelques centimètres près l'aurait eu. Mais donc du coup il sera blessé. On verra déjà des têtes du futur parti qui sera au pouvoir de l'Allemagne pendant cette triste période.
Donc je ne vais pas citer les noms, mais ce sera du ministre de la Propagande, dirigeant de la Luftwaffe, ce genre de choses. Et si je peux conseiller quelque chose, également sur Prime Video, vous avez un documentaire qui font 2 films, donc c'est 2 films d'1h20. Donc c'est Le Petit Moustachu, la naissance du mal. Évidemment, vous changez, vous mettez le nom. Et vraiment, ça raconte sa vie, de sa jeunesse jusqu'à la nuit des longs couteaux. Et c'est très intéressant, on a plein de détails très importants qui nous permettent de comprendre le personnage. Du coup, je vous le conseille si c'est une période qui vous intéresse et que vous voulez avoir des informations complémentaires. Niveau assassinat raté, justement, sur le Petit Moustachu, on a le 21 mars 1943, un colonel qui veut se faire sauter avec une ceinture d'explosifs près du Petit Moustachu. Sauf que il a mal réglé le détonateur. Il a mal réglé le détonateur parce que la visite du Petit Moustachu à l'endroit où il devait être devait durer 45 minutes. Et la bombe devait exploser à la fin de cette visite. Mais le Petit Moustachu est de mauvaise humeur, donc il a bouclé la visite. En une demi-heure, c'était plié, il est parti. Et donc le colonel, il fonce aux toilettes, vraiment pour enlever sa ceinture, il se dit. Donc en fait, il a failli se faire sauter tout seul. Donc c'est le genre de choses qui est souvent arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quelque chose qui s'est passé, qui a eu des représailles bien pires. C'est le 20 juillet 1944 au Volschanze, qui est du coup le QG du Petit Moustachu à ce moment-là, et 4 personnes meurent lors de cet assassinat raté. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont dans une salle, ils vont discuter, analyser des cartes, ce genre de choses, et la bombe est placée sous la table. Et il y a quelqu'un qui va voir cette espèce de boîte et qui va se dire ça me gêne, donc je vais la décaler. Il va pousser la boîte, il va la décaler. Et cette bombe va exploser. Sauf que la table était assez solide, elle était déplacée, donc du coup elle a pété que d'un côté, a tué les 4 personnes d'un côté, et Adolf Hitler en est sorti indemne. Tout simplement parce que du coup, quelqu'un qui était gêné, du coup a décalé la chose. On est passé à ça. Et c'est la dernière tentative d'assassinat du Petit Moustachu qui est connue. Et à ce moment-là, du coup, il y a 5000 personnes qui sont arrêtées et exécutées par Adolf Hitler, qui rentrent dans une paranoïa infernale. Oui, du coup, c'est ce côté paranoïaque qu'on va donner au personnage dans de nombreuses fictions. Ah, j'ai dit le nom, j'ai dit le hashname. J'ai pas fait gaffe, désolé. Mais du coup, c'est la dernière tentative qu'on aura d'assassinat sur cette personne. Et donc, du coup, ce que je vous montre à l'écran, c'est une uchronie. Anne-Elias qui demande toujours vendu à Conforama cette table blindée. On n'en fait plus des comme ça aujourd'hui. On en fait plus des comme ça. Conforama, je suis pas sûr. Peut-être chez Ikea. Peut-être chez Ikea. Faudrait demander. Mais non, c'est vrai, c'est ce genre de petites choses, petites choses infimes dans l'histoire qui font qu'on passe à côté de choses bien plus grandes. C'est l'importance du timing. Ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Il suffit que le mec soit mal luné une journée pour que ça change tout. Et donc du coup, pour revenir sur ça, donc Philippe Cadic, qui écrit dans les années 50 ou 60, il me semble, du coup The Man in the High Castle, et qui du coup va présenter un monde alternatif où l'Allemagne nazie, l'Empire du Japon et l'Italie fasciste ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Et 15 ans plus tard, parce que ça se passe 15 ans plus tard, on suit finalement les États-Unis colonisés sur la côte californienne par le Japon, et du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, toute l'autre partie de New York jusqu'au centre des États-Unis, colonisée par le Troisième Reich. Et c'est vraiment une série qui est sortie sur Prime Original. La différence entre les deux, c'est vraiment une question de temporalité. Philippe Cadic va faire ça au travers de romans. The Man in the High Castle va plutôt parler au niveau Amazon de ce qu'ils vont faire de films. Ce sera des films de propagande qui vont être au cœur de l'intrigue. Donc je vous le conseille vraiment. C'est une série très bien ficelée, très intéressante et très bien travaillée historiquement parlant. Et dans
puisqu'on parle de Cadix, c'est vrai qu'en plus de ça, en termes d'histoire de la fiction, L'Homme du Haut Château, donc en version française, c'est un bouquin très intéressant parce que ça fait vraiment partie des livres qui ont popularisé le genre de l'Uchronie que vous connaissez peut-être. Deutsche Qualitat en somme, nous dit que vous connaissez peut-être, mais c'est vrai que le genre de l'Uchronie qui est donc reprendre un élément historique et réécrire l'histoire si jamais il ne s'était pas passé tel élément ou si telle chose s'était passée différemment. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'un point de vue justement de l'histoire de la fiction. Philippe Cadic, une œuvre incroyable, un des papas de la science-fiction aussi, enfin de la science-fiction moderne. Donc du coup voilà, à regarder. Et tant qu'on est sur l'Uchronie, je me permets de vous recommander un bouquin que j'ai fini il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Civilisation avec un Z, et qui qui raconte l'histoire de comment se seraient passées les choses si c'était pas les Européens qui avaient envahi l'Amérique, mais les Mayas et les Incas qui étaient arrivés en Europe. C'est super intéressant, c'est très très chouette, et c'est un livre que j'ai découvert grâce à la chaîne YouTube de Alter Hiss qui fait des uchronies sur des laps de temps très courts que je vous recommande évidemment, très chers spectateurs. Ben, je sais ce que je regarderai en rentrant. Du coup, l'Uchronie, les récits, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine. Moi, j'adore le genre de l'Uchronie, donc carrément. On passe sur quelque chose de post-Seconde Guerre mondiale, avec 2 assassinats qui ont un lien, que j'amènerai plus tard. Donc déjà, l'assassinat de Martin Luther King en 1968, qui a de grandes répercussions, qui a énormément fait avancer les droits. Donc il est assassiné à Memphis, dans le Tennessee. C'est un pasteur, un militant pour les droits de la paix, de la pauvreté, des droits de l'homme. Donc il dirige des manifestations pacifiques. C'est très important de le dire, ça a toujours été pacifique. Et évidemment, il propose ce discours qui est un des plus grands discours de l'humanité. Ah non, mais c'est vrai qu'il a été élu comme ça. Il a été élu comme ça, un des plus grands discours de l'humanité. I have a dream. Du coup, ce discours sera soutenu par John Fitzgerald Kennedy, dont on reparlera après. Il deviendra le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964. Et il va commencer une campagne contre la campagne militaire au Vietnam. Du coup sera assassiné. Je reviens sur l'auteur de l'assassinat juste après. En parallèle, du coup, on a Kennedy. Kennedy qui est assassiné en 1963 à Dallas. Il organise un cortège présidentiel dans une voiture qui est décapotée. Et justement, quelqu'un va profiter de cet état de la voiture pour le fusiller. On va retrouver un homme qu'on va emprisonner et qu'il sera lui-même assassiné en prison, très mystérieusement. Il sera assassiné. Et alors ça c'est quelque chose qui n'a pas spécialement de rapport historique, mais dans Umbrella Academy sur Netflix, je le cale, dans Umbrella Academy sur Netflix, sans vous spoil, une partie de l'intrigue dans la saison 2 se tourne justement sur cet assassinat de Kennedy et cette place dans la guerre froide. Et qui est très intéressant, donc en plus la série est super cool. Si vous voulez regarder Umbrella Academy, je vous le recommande, c'est sur Netflix. Et donc le rapport finalement entre ces 2 assassinats, c'est que beaucoup de personnes sur le côté populaire vont attribuer ça du coup à des complotistes. Tout est résumé par le complot. C'est un complot et on va remettre ça sur le dos de la CIA et des Illuminati. Par contre, attention, petite précision encore par Nerilas qui dit le verbe fusiller est uniquement utilisé pour décrire une condamnation à mort. Bien vu. C'est donc pas le cas pour Kennedy. Non, c'est vrai. Voilà. Il est mal utilisé. Merci pour la précision. Merci Nerilas pour les précisions. Et oui, qui nous disait aussi que L'Homme du Haut Château est dans la lignée de 1984, évidemment. Ça fait partie des grands livres de cette époque. Vraiment. Ah oui. Les Illuminati. Les Illuminati, on y vient. Et du coup pour ça, simplement un extrait du dollar américain. Voilà, le dollar américain, c'est le plus grand symbole des complotistes. Voilà, on voit sur le billet du dollar américain cette pyramide avec l'œil de la Providence au sommet. Et du coup, 2 inscriptions. On sait que c'est le comédien qui est l'auteur du coup.
Du coup, deux inscriptions, Annuit Keptis et Novus Ordo Seclorum, et avec la numérotation romaine de la fondation des États-Unis, à la fin, avec la déclaration d'indépendance des 13 colonies, on se rappelle. Et ce sceau, du coup, cet œil, ça représente l'omniprésence, l'omniscience, c'est la connaissance, l'œil lucide. Et donc c'est le symbole d'une élite éclairée qui contrôlerait le monde. Et on serait simplement dépendant. Donc pour revenir sur les inscriptions, Amikeptis, c'est ce que nous entreprenons sera couronné de succès. Et la seconde inscription, c'est le nouvel ordre des siècles. Voilà, c'est Seclorum. Et donc du coup, ce serait, selon les complotistes, aussi lié aux Illuminés de Bavière. Et c'est là, du coup, que les gens choisissent d'utiliser ce symbole pour reconnaître des Illuminati. Et donc du coup, comment on reconnaît un Illuminati? C'est simplement sur la base du triangle. Des politiciens, des médias qui utiliseraient souvent le triangle quelque part, cette simple figure, seraient des Illuminati. Voilà. Donc du coup, évidemment, J.K. Rowling est une Illuminati, il faut le savoir. Les reliques de la mort, il y a une théorie sur J.K. Rowling comme quoi elle serait une Illuminati, rien que pour ça. Mais pourquoi oui, non, mais il y a des choses sur... Une fois que tu as mis un triangle dans ton diaporama. Écoute, on en parle après. On en parle hors caméra. Et après, évidemment, par manque de temps, j'en parle pas, mais il y a d'autres énormément de questions qui restent en suspens, des assassinats ou des meurtres qui seraient aussi liés au complot. Je pense du coup, et des gens, j'ai vu passer des articles sur la mort de la princesse Diana ou Daniel Balavoine qui sont assez surprenants sur la manière dont ils voient les choses, très tirés par les cheveux. Si vous voulez faire des recherches, je vous jure, vous allez vous taper des bonnes barres. Voilà pour ma chronique. Merci à toi, en tout cas c'était super intéressant, on a appris plein de choses et on saura reconnaître en Illuminati maintenant. Oui, c'est vrai que c'est passionnant. Après forcément, il y en a peut-être parmi vous qui se disent oui, il n'a pas abordé tel ou tel assassinat, mais c'est vrai que c'est difficile en peu de temps d'aborder tous les assassinats qui auraient pu marquer l'histoire. Donc voilà, forcément. Moi je pense en tant que grand fan de How I Met Your Mother, où j'ai découvert dans certains épisodes la figure de Teddy Roosevelt. Theodore Roosevelt, je pense à cet assassinat raté. Où il a pris une balle dans le torse, a continué son discours, a fini son discours, et puis ensuite est allé à l'hôpital. Pourquoi pas. Et on a F1KD, je sais pas comment ça se dit, qui dit « Vous êtes trois comme le sommet d'un triangle ». Ça fait réfléchir. On va donc couper le stream. ça va commencer à être démasqué là. C'est trop bizarre. Et oui, effectivement, sachez que toutes les assos étudiantes font partie d'un grand complot. Ça, c'est dit, voilà, comme ça vous le savez maintenant. Mais voilà, c'est très important à dire quand même. Effectivement. Voilà. Autant l'avouer maintenant qu'on est grillé, c'est foutu. C'est vrai. Et on n'a même pas parlé des reptiles. Ça va qu'on a les masques, hein, parce que... Et les lentilles. Et les lentilles, évidemment. Donc du coup, merci pour ta chronique. Alors si dans le chat vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Reptilien, maçonnique ou Illuminati, choisissez votre camp. Moi je dis pourquoi pas les trois. Après tout, 3, ça fait un autre triangle, ça s'emboîte bien. C'est vrai. Bon voilà. C'est votre maison Harry Potter. C'est ça. Tout simplement. Donc du coup, merci pour ta chronique. Le chat, on vous laisse réagir un petit peu. Et en attendant, du coup, on va passer à la chronique de Manon. Oui. Alors Manon qui va nous parler des assassins comme rite. C'est vrai qu'on a parlé de l'assassinat comme outil politique, comme outil de protestation, comme moyen d'accéder au pouvoir, mais c'est vrai que l'assassinat et tuer d'autres humains a fait partie pendant longtemps et fait encore partie dans certaines cultures de rites et de tradition. Donc voilà, Manon, on te laisse nous présenter tout ça. Effectivement, du coup, les rites, ça fait toujours partie de nos sociétés, un peu de partout dans le monde depuis le début, en fait. Et ces rites, en fait, ce que c'est un rite, c'est un ensemble de règles et d'actions pratiquées lors de cérémonies, du coup, souvent à des fins religieuses. Et pour s'attirer les bonnes grâces divines, des faveurs ou en temps de guerre. Et c'est dans ce cadre que sont souvent réalisés du coup des sacrifices. Alors un sacrifice, c'est une perte volontaire
C'est un prix à payer, du coup, des victimes pour des divinités. Et vu que c'est un sacrifice, une cérémonie, que ça respecte des codes et des règles selon, bien évidemment, les cultures, c'est prémédité, donc ça rentre dans le cadre de l'assassinat. Et on retrouve plusieurs types de sacrifices, mais elles sont donc ancrées dans les sociétés du début, mais elles sont très liées aussi, une fois aussi à la guerre et au pouvoir, comme l'a été tout le temps la religion de toute façon. Donc c'est déjà pour une part pour l'équilibre et apaiser les colères divines. Donc les sacrifices humains c'était commun à la culture amérindienne, notamment avec les Aztèques. Du coup chez eux il y avait une perception d'instabilité dans le monde. Déjà avant leur civilisation, ils considéraient qu'il y avait 4 soleils qui étaient morts. Et ils étaient sous le 5e soleil qui était lui aussi destiné à mourir. Et du coup, pour prolonger la vie de ce soleil et du coup la leur, il fallait le sang des sacrifiés, ce qui lui permettait d'avoir plusieurs sacrifiés en fait en une même journée. Et du coup, des guerres de capture étaient organisées, qu'on a appelées guerres fleuries, dans le but du coup de capturer des ennemis pour nourrir le ciel et la terre. Et c'était souvent par exemple lors de famines, par exemple au XVe siècle, vu que c'était vu comme des châtiments tout simplement. Donc c'était organisé, ces guerres de capture étaient organisées selon ces événements. Et les prisonniers meurent dans des espaces sacrés, mais il n'y a pas que des prisonniers, il y a les esclaves qui sont vendus, même des volontaires et des élus, parce que c'était vraiment vu comme des morts honorifiques en fait, genre glorieuses, vraiment. C'était une bonne mort. Et par exemple, sous Mexico, comme on peut le voir sous l'image qui est affichée, il y avait des crânes qui étaient exposés sous des commandants en bois. Et ils étaient empilés les uns sur les autres, et c'était les crânes des sacrifiés. Et c'était cette tour, on a retrouvé des centaines de crânes empilés 5 par 5, donc pas exactement comme on le voit sur l'image. Et c'était une divinisation des sacrifiés, comme on peut le voir, il y a même plein de références religieuses sur l'image. C'était vraiment un endroit, comme je l'ai déjà dit, honorifique, mais il y avait aussi des chefs et de grandes personnalités qui étaient également dans ces tours. Et si je peux me permettre, justement, c'est pas pour rien qu'on le trouve sous Mexico. Parce que Mexico, ça a été fondé sur les ruines de Tenochtitlan, qui était l'ancienne capitale, qui, du coup, pendant la Noche Triste, du coup, a vu sa population éradiquée par les colons. Et donc, du coup, on a fondé par-dessus les nouvelles colonies espagnoles. C'est du coup très du coup, c'est pas étonnant qu'on en retrouve. Oui. Et oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça, mais c'est histoire de comprendre aussi d'où ça vient. Et ces tours, en fait, elles s'appellent les Tzompantli. C'est difficile. Et chez les Aztèques, en tout cas, le fait de sacrifier, c'était l'acte de donner son fils. Du coup, avant de sacrifier le capturer, il y avait tout un rite à suivre. Il était accueilli, il devait suivre des rites, des cérémonies pour simuler une certaine adoption par la civilisation. Et ainsi, quand on le sacrifiait, on sacrifiait son fils. Ah oui. Voilà, sympa. Ah oui, très joli. Ce qui me dit, c'est pour ça qu'ils ont autant de mortalité maintenant et qu'ils se sont construits au-dessus d'un cimetière indien, les malheureux. Alors, bon. On va enchaîner. Tu disais. Les sacrifices par décapitation. Oui. Voilà. Souvent par décapitation en Mésoamérique. Ça a commencé avec les Olmecs, qui est considérée comme la civilisation mère de la Mésoamérique. Et surtout par les Toltecs, une société guerrière qui a popularisé cette pratique. Donc vraiment, ça s'est étendu. Donc il y avait beaucoup de tours avec des crânes.
mais aussi avec des civilisations un peu plus méconnues, par exemple des civilisations précolombiennes, comme les Muiscas. Alors, il n'y avait pas de traces écrites, mais c'était surtout un fort symbolisme, et les sources qu'on a, c'est de missionnaires chrétiens, donc il faut quand même prendre du recul. Mais ils effectuent en fait une pratique chamanique, et chaque élément de la nature était perçu comme une force vivante en elle-même. Et pour les sacrifices, ils privilégiaient du coup les jeunes garçons vierges, qu'on appelait les mouras, et du coup des campagnes militaires étaient organisées pour les capturer ou acheter ces garçons, vu qu'ils étaient vus comme capables de parler au soleil. Voilà. Oui. C'est très beau. C'est beau, hein, c'est poétique. hein. Ouais, enfin, jusqu'à une certaine limite, mais sinon, très beau. D'une certaine manière. Ouais, c'est non, très bon. Voilà. Mais en Europe, dans le même esprit, pour apaiser la colère divine, on a eu par exemple les chasses aux hérésies, comme la chasse aux sorcières notamment. Mais ça, elle aussi, elle rentrait dans une certaine lutte de pouvoir. Donc le but c'était de protéger la communauté et de garder un certain ordre. Et les procès commençaient souvent par dénonciation. Par exemple, j'ai vu un tel pratiquer de la magie, et c'est comme ça que les procès se sont multipliés au début. Du 13e, ça s'étend vers le 15e et même plus. Et c'est issu de cette répression contre les hérésies. Alexandre IV ordonne aux inquisiteurs de les surveiller, et du coup la magie et la divination deviennent des crimes directs à l'encontre de la foi. Et on a un Malus Maleficarum, qui est un manuel de détection de cas de sorcellerie en 1486, qui fait entrer cette sorcellerie dans la catégorie de l'hérésie et qui légitimise les persécutions. Et les procès vont se multiplier, surtout à l'époque moderne, du coup, avec l'évolution des pensées. Beaucoup vont être traités de sorciers, de sorcières. L'épicentre de la répression, c'est souvent dans les Alpes, vu qu'il y a un mélange de cultures avec des cultures germaniques, par exemple, aussi. Et vers 1440, on a une image à peu près fixe qu'on a aujourd'hui de la sorcière populaire, qui fait partie de sectes, où se multiplient les meurtres, les rituels, le cannibalisme, toutes ces choses sympathiques. Et cette chasse, elle est surtout issue d'un conflit idéologique entre les rois et la papauté, parce que la lutte, elle n'est plus contrôlée par l'Église et les inquisiteurs, mais aussi par les laïcs. Et donc c'était vraiment un affrontement de pouvoir pour gérer en fait ces hérésies-là. Et en ce qui concerne du coup la chasse et la peine de mort, elle était considérée comme rédemptrice, avec le feu qui était vu comme purificateur, et qui était utilisée seulement pour les crimes religieux, du coup, soit à vif ou après avoir été tué par pendaison ou décapitation. Mais on a Nicolas qui nous dit, par rapport à juste avant au sacrifice, comme quoi ils ont toujours eu une histoire avec les drogues, l'Amérique du Sud. Outre l'Amérique du Sud, en fait, l'humanité a toujours eu une histoire avec les drogues. Hein. Il faut pas la pitié de Delphes. Il faut pas voir ça. C'est ça. On a tendance, même au-delà de ça, on a tendance à voir les drogues comme un truc un peu, voilà, même les sorcières. Parfois, c'est des personnes qui prenaient des drogues et qui du coup étaient dans cette, étaient un peu à part, mises à part à cause de ça. Mais bon, faut quand même réaliser que l'une des bases de notre société, c'est l'alcool. Bon, l'alcool est une drogue, il y a eu toujours... Là, c'est vrai. Il y a toujours eu une histoire avec la drogue, pas en Amérique du Sud, partout, dans toute l'histoire de l'humanité, l'histoire des drogues. Et les drogues ont construit l'histoire parfois. Hein. On parlait tout à l'heure du petit moustachu. Les drogues ont eu une grosse influence sur beaucoup de ces décisions. Bien sûr. Plein de dirigeants. On a eu des guerres qui ont été gagnées grâce aux drogues. On pense aux guerres de l'opium. Donc éventuellement, si jamais une cahute sur l'histoire des drogues peut vous intéresser, ça peut être un sujet super intéressant. Il y a des choses très intéressantes à dire. Puis même en consommant des drogues, c'est surtout les effets psychotropes qui étaient recherchés, donc du coup établir une connexion, donc c'était pas le même rapport aujourd'hui qu'on peut avoir, d'autant plus que cette idée que la drogue c'est bien, c'est mal, c'est quelque chose qui finalement est un débat sans fin. Et les drogues ont beaucoup été utilisées en général pour se rapprocher des divinités, c'est ça, pas que dans la culture, dans des cultures
naturalistes ou des cultures polythéistes. Même dans les grandes cultures monothéistes, on a quand même des prêtres qui font... Enfin, on boit du vin quand même quand on va à la messe, quand on est catholique, et on a des traditions, je pense par exemple aux derviches tourneurs qui sont aujourd'hui rentrés quand même, la pratique est rentrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors les derviches tourneurs, c'est des danseurs qui à la base sont issus d'une secte issue de l'islam, et qui en fait ont des danses très particulières où ils tournent énormément sur eux-mêmes, et à l'origine ils faisaient ces danses en ayant consommé des drogues, et ça leur permettait, ils prétendaient que ça leur permettait de se rapprocher de Dieu et de voir. Alors ça c'est sûr qu'ils voyaient des choses, mais c'était inscrit dans un cadre religieux, et c'était un vrai rituel qui leur permettait de se rapprocher de Dieu. Donc voilà, l'histoire de l'humanité et des drogues, il faut éviter les clichés, c'est pas que l'Amérique du Sud, c'est pas que les classes populaires, c'est pas que certaines communautés, les drogues ça concerne tout le monde, partout, tout le temps. C'est vraiment structurel de pan entier de l'histoire. Mais comme c'est sympa, regardez Narcos sur Netflix. On te laisse reprendre. Du coup, on en était à la mort en brûlant, tout simplement, sympathique aussi. C'était souvent en public, c'était un spectacle mais aussi un avertissement. Et on a eu des dizaines de milliers de brûlés, par exemple au XVIIe. Et c'était pareil également pour les autres hérésies, parce que le feu c'était pour les crimes religieux en fait. C'était vraiment pour ça. Mais ces assassinats, ils étaient aussi très présents, ces rites, dans la vie militaire de nos sociétés. En revenant un peu en arrière, on avait le cannibalisme. Donc il faut faire la différence entre deux types de cannibalisme en fait. Il y a le bon cannibale. Il y a le cannibale, mais... Alors, donc c'est déjà un acte rituel mais aussi guerrier. En Amérique du Nord et du Sud, mais pas que. Donc le premier type de cannibalisme, c'était quand on mangeait ses proches, donc souvent dans l'acte de deuil. Ah oui. On appelle l'endocannibalisme. D'accord. Mais celui sur lequel on va se concentrer, c'est la consommation d'étrangers. Exocannibalisme. Par exemple, on a les Tupinambá au Brésil, où la vengeance n'était pas accomplie tant que l'ennemi n'était pas mangé en fait. D'accord. Voilà. Donc c'était une démarche guerrière, mais c'était aussi pour s'approprier les qualités, les aptitudes de l'ennemi consommé pour se renforcer soi-même et du coup son groupe. Donc c'était pour se former, enfin voilà. Un cheat code. Ah mais c'est une vision intéressante des choses finalement. Après ça nous choque aujourd'hui, je me dis il y a des rites qu'on a aujourd'hui qui feraient hurler les gens de cette époque-là. Ouais, sûrement. Il y a des entreprises américaines où tu peux te faire tatouer en utilisant une encre en fait à base de cendres de tes proches. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Ce genre d'informations. Non mais voilà, il y a plein de rites aujourd'hui, évidemment. Si des cannibales nous regardent, on n'est pas là pour juger. Mais là, ce qui dit des choses très intéressantes. Bon, du coup, Léa Chachine, oui, ce sera... J'en parle juste après. Ce sera Tom. Et donc, on mangeait la grand-mère pour l'honorer. De par cet acte, elle vivait au travers les membres de la famille restants. C'est presque beau. Les mecs, je trouve ça presque beau, oui. Bon, après, je me ferai pas mamie pour le dîner. C'est très bizarre dit comme ça. On va enchaîner. Et pas de jugement quand on parle d'histoire. En effet, le cannibalisme a toujours fait partie des comportements humains, les traditions changent. Et c'est exactement ça, et pour tout en fait. On ne peut pas porter un jugement sur des époques passées, étant donné que nos manières, notre éducation, notre mode de vie, tout a changé et on a un regard totalement différent. Donc évidemment, ce n'est pas un regard qu'on peut... Oh, le pauvre tout fait de même. On va enchaîner. Du coup, en cet exemple d'acte funéraire, il y avait la communauté des Wari. C'était pas les proches directs qui mangeaient le défunt, c'était les voisins, les autres proches qui n'étaient pas directement reliés, proches dans le sang, qui mangeaient le défunt. Mange mon fils, mange mon... pour l'honorer.
pendant que la famille proche, elle était en deuil et pendant plusieurs mois jusqu'à qu'elle se finisse. Et après, il y avait une chasse qui s'est fait tuer. Enfin, c'était tout un rite, en fait, toute une cérémonie. Et comme on pourrait mal le voir aujourd'hui, mais franchement, c'était vraiment fort pour eux. Et voilà. Et l'exemple des Aztèques, vers 1520, à Tecoac, on a eu des conquistadors espagnols, bon appétit, qui se sont sacrifiés, qui ont été sacrifiés et consommés en l'honneur de divinités de fertilité et de divinités guerrières. Ils méritaient un peu aussi. Pardon. Ah oui, non, ça. Ouais, alors on a dans le chat évidemment plein de commentaires fabuleux. Un Dr Yarty qui nous dit le deuil ça donne faim. Bah écoute, bon appétit à toi. Sylvador qui nous dit j'arrive au bon moment, oui, bienvenue à toi et merci d'être là. Après épouse mon fils, la nouvelle télé-réalité de TF1, mange mon fils. Ah mais, et à cette époque-là, tu ne proposes pas un repas de famille. Hein. Non, mais... Ah yes. Donc du coup, les sacrifices des conquistadors. Mais du coup, c'était aussi dans ce but de s'assimiler cette force qu'ils avaient ou c'était dans un autre but? Alors, c'était pour les divinités en fait. C'était pour les faveurs des divinités. D'accord. Ok. Et c'était aussi donc du coup par rapport à ce soleil, c'était cette même divinité. Oui. D'accord. C'est littéralement un repas de famille. Oh non. Ah non, mais je savais que les conversations allaient finir comme ça. C'est sûr. Ensuite, on a d'autres sacrifices qui sont signalés par César, en Gaule. Les sacrifices d'hommes par le feu, dans des cubes de bois, donc là aussi pour les faveurs des divinités, lors de la guerre. On prenait tous les êtres vivants pris par la guerre, en fait, et l'homme, c'était la forme suprême de l'offrande donnée aux dieux. C'était le maître des dauphins. En menu. Il fallait que je le place. Alors, dans une cuve de bois, ou alors, un peu plus joyeux, transpercé par une lance en l'honneur d'Odin. Je suis pas sûr que ce soit plus joyeux. Spécial dédicace hallucinant. Et donc, à des dieux guerriers comme la Moringan en Irlande ou Taranis, le dieu du tonnerre. Donc, dans les temples et les lieux de culte, et on les a retrouvés en fait lors de fouilles. On a retrouvé des ossements d'animaux sacrifiés, mais aussi d'hommes. Et c'était pas les hommes tombés au combat, mais vraiment sacrifiés, en fait, selon les rites religieux. D'accord. Voilà. Ensuite, militairement parlant aussi, on a l'assassinat comme formation. Par exemple, pour former en fait les élites. Et à ça, on peut faire allusion au rite d'initiation de la cryptique Sparte, au sein du coup d'un rite de passage. Alors le rite de passage, ça consiste à l'exclusion, l'inversion et puis la réintégration. Et les cryptes, c'était les jeunes hommes d'environ 18 ans. Du coup, après la gauge, les enfants étaient retirés de leur caserne. Et pendant un an, ils sont livrés à eux-mêmes et ils doivent vivre seuls et ils ne doivent pas se faire voir par un vrai spartiate. Du coup, ils vivent souvent la nuit et cachés le jour, donc l'inversion. Et on leur demande aussi de tuer des ilotes. Du coup, ça permettait d'encadrer ces ilotes, de les terroriser et de limiter leur révolte. Et une fois la critique terminée, en fait, ces jeunes hommes, ils faisaient partie de l'élite. Donc c'était vraiment une formation militaire. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce pan-là de l'histoire. La critique, qui d'ailleurs a été reprise en partie plus tard par les Macédoniens, qui avaient aussi des rites d'initiation et de passage où on les lâchait dans la forêt, où ils tuaient des animaux. Enfin, c'était très sympa. Voilà, ces rites de passage de l'époque, assez particuliers. C'est l'ancêtre de la colo, quoi. C'est l'ancêtre de la colo, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est comme c'est un petit peu l'équivalent du bac aujourd'hui. C'est vraiment un truc que tu passais à 18 ans qui te permettait d'accéder à certaines écoles, certains trucs. Donc voilà, d'ailleurs, s'il y a des lycéens qui nous regardent, on espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Et voilà, ils n'avaient pas de Parcoursup, ils devaient vivre la nuit, tuer des ilotes
Un peuple asservi. Grosso modo, l'équivalent des serfs médiévaux, en fait. Et puis après, ils avaient toute une histoire. Il n'y avait pas une histoire où ils devaient courir en se faisant fouetter pour aller chercher du fromage, un truc comme ça. Alors, non, c'est parce qu'ils devaient voler des trucs. Ouais, mais il me semble qu'à la fin, il y a une espèce de cérémonie finale où ils doivent survivre à des coups de fouet. Enfin, c'est très sympa. Peut-être que je te dis. Non, mais je sais plus. Peut-être que je dis des bêtises, mais voilà. Mais c'est vrai que si le chat. Si le chat a un peu une info, oui, c'était pas des serfs, c'était des esclaves, mais c'était un statut d'esclave assez particulier. Donc du coup, voilà, il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'était un peuple asservi, ça c'est sûr, dans tous les cas, et qui était très mal considéré. Donc bon, voilà. Voilà. Mais ouais, très intéressant. C'est vrai que... Et du coup, dans cette formation militaire, on peut aussi citer, c'est pas vraiment des assassinats, c'est plutôt des jeux de combat, du coup, les gladiateurs et les tournois médiévaux, mais ça finissait souvent en mort. Et c'était bien organisé. Bon, même si, pendant les tournois médiévaux, par exemple, les règles, elles se fixaient de plus en plus, c'était de plus en plus cadré, et ça limitait les morts, mais le risque, il était quand même là. Et là, ça formait aussi militairement. Après, les tournois médiévaux, ça rentre plus dans le cadre d'un sport très violent. Ouais, Henri III. Cette petite épingle à cheveux dans l'œil. Si vous ne connaissez pas la mort d'Henri III, allez regarder, c'est une bonne barre. Alors, un Timador et Nérilas qui nous donnent des précisions. Pas de coup de fouet à Sparte, sauf cas spécifique, donc autant pour moi. Et c'était un peu comme une seconde catégorie d'esclaves, presque au-dessous des esclaves. Prisonniers mycéniens, réduits en esclavage pour l'agriculture, l'entretien de la maison et les tâches pénibles comme en carrière par exemple. Bah écoute, voilà. Excusez-moi, mes cours d'histoire antique remontent un peu. Donc, mais merci pour toutes les précisions que vous apportez en tout cas. Évidemment, si on dit des bêtises, dites-le nous, hein, parce que... Voilà. Allumez-nous dans le chat. N'hésitez pas, mettez-nous ce qu'on mérite. Xénophon pour la société spartiate. C'est vrai que c'est... Donc, les rites, en fait, et ces sacrifices sont directement liés au divin, comme on a pu le voir, mais aussi très liés à la guerre, comme ça allait souvent. Guerre et divinité allaient souvent ensemble, mais même en séparés. Et du coup, on fait face à des pratiques et très différentes selon les civilisations, selon leurs mœurs ou leur religion. Mais ce sacrifice, cette perte, elle doit amener un certain gain à la fin, que ce soit pour une formation militaire, lors d'épreuves, ou bien avec le cannibalisme pour consommer des aptitudes, ou par peur du châtiment pour préserver un équilibre, ou se faire pencher la balance en sa faveur pendant les guerres, tout simplement. Du coup, c'est souvent pour ces raisons qu'on avait recours au sacrifice. Mais il y en a d'autres. D'ailleurs, dans certains contextes, c'est vrai qu'avoir recours dans un cadre religieux au sacrifice, à la mort ou au meurtre, à l'assassinat en général, ça fait partie d'autres trucs beaucoup plus récents. On peut penser à certaines sectes qui sont montées aux États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui ont donné lieu à des suicides collectifs absolument terribles. Dans une logique justement de divin, d'accéder à un autre stade de sentience, d'existence. Voilà, c'est vrai que dans des contextes compliqués, et surtout dans des contextes où on a l'impression de voir la fin des temps arriver, on peut avoir des réactions un peu extrêmes comme ça, qui arrivent toujours. Moi, je pense à la peste noire, où il y a eu le retour des pénitents, voire d'assassinats, la chasse aux sorcières, tout ça. Et dans le cas inverse, ça peut aussi effrayer, parce que je pense du coup justement à ce cas de Ramsès III. Ramsès III incarne la figure, c'est le pharaon, donc il incarne une figure divine sur terre, et donc s'en prendre à lui, c'est aussi s'attaquer aux dieux, et donc c'était quelque chose qui faisait extrêmement peur. Et donc il y a aussi tout le côté inverse de se lancer dans un assassinat, c'est aussi prendre des risques. Et puis généralement, dans la plupart des religions, l'assassinat n'est pas vu comme un truc super positif hors cadre rituel. Globalement, il n'y a pas beaucoup de religions où le prophète dit « tu tueras », point. D'où le film du même nom, évidemment. qui est magnifique, regardez-le. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour cette chronique, c'était super intéressant. Moi j'ai appris plein de trucs. Ouais, vraiment, c'était ultra intéressant. Ça sort un peu de ce qu'on entend habituellement. Franchement, très très intéressant. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions, à part des réactions tout à fait sympathiques. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ouais, et puis derrière, nous, on va continuer. C'est vrai que raconter de belles histoires, je crois. On a parlé de plein de choses, hein. On a parlé de drogue, on a parlé de religion, on a parlé d'assassinat, tout ça. On a parlé de ces assassinats, comment est-ce qu'ils sont commis, qui sont les victimes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la figure de l'assassin. Qui sont les assassins et comment on les perçoit. Alors si là, actuellement, maintenant, tout de suite, je vous dis assassin, quelle image est-ce que vous avez qui vous vient en tête? Hitman. Ouais, Hitman. Ouais, Hitman. Mais tu vois, moi c'est vraiment Assassin's Creed qui me vient en tête. C'est vraiment tout ce côté-là, tout le côté qu'on a dans la culture avec les. Ezio Auditore, Hitman, etc. En fait, pour moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'évolution de la figure de l'assassin dans la fiction en partant de deux bases. Pour moi, dans la plupart des fictions aujourd'hui, les assassins ont deux grandes origines iconographiques. Alors, là, je vous ai mis des illustrations un peu particulières. Si vous savez d'où viennent les illustrations spéciales dédicaces à vous. Donc on a des illustrations assez particulières et pour moi à la base, avant on va dire les Hitman et compagnie auxquels je vais venir, on a deux grandes figures qui ont marqué la figure de l'assassin. C'est la figure des Hashashin dont on parlait tout à l'heure. Donc je vais commencer par ça, c'est les assassins un peu orientaux. Alors les Hashashin, qui seraient à l'origine étymologique du mot assassin carrément, c'est une secte issue de l'islam qui est ultra mystérieuse, il y a plein de théories de complot dessus, et c'est d'ailleurs la secte à laquelle appartient donc Altaïr, qui est le tout premier héros de la saga Assassin's Creed. Et en fait, c'est des assassins orientaux qui, dans une logique de lutte de pouvoir, de lutte de religion, auraient été à l'origine d'énormément d'assassinats. Et sur laquelle je vous invite évidemment à vous renseigner. Je ne vais pas vous faire une chronique sur les Hashashin parce que ce serait très très long et c'est pas forcément là où je veux en venir. Mais du coup, c'est la première figure de l'assassin oriental. Ça donnait évidemment, comme vous pouvez le voir à l'écran, une partie de l'iconographie de Assassin's Creed. On peut penser à la Ligue des Assassins et Ra's al Ghul dans les comics de DC, notamment avec Batman, qui est un assassin purement oriental dans cette logique-là, ou encore la série des Protecteurs du Tombeau, dans Yu-Gi-Oh! Et de l'autre côté, enfin pas vraiment de l'autre côté, mais encore plus à l'est, on va aller chercher la figure du ninja. Le ninja, évidemment, ça parle à tout le monde. Ici, je parle pas du ninja avec une combinaison orange qui fait des clones et qui a un renard dans le ventre, même si j'aime beaucoup celui-là aussi. Je parle vraiment du ninja dans sa considération de base, un guerrier de l'ombre, silencieux, qui commet des assassinats et qui a aussi été beaucoup utilisé. Pour moi, ces deux figures, c'est la base de la figure de l'assassin dans la fiction. En tout cas, dans tout ce qui touche, on va dire, à la fiction culture un petit peu populaire. La ref Yu-Gi-Oh! Évidemment, Nerilas. Donc vous avez en haut les Protecteurs du Tombeau, en bas vous avez le Ninja Army, le Grand Maître Ninja Hanzo, qui sont tous des figures qui viennent de là. Je l'ai utilisé parce qu'au final, ce jeu peut être vu comme un espèce d'écrin de pop culture au niveau des illustrations, donc c'est pour ça que j'ai choisi cela, c'était bien pratique. Donc on part à la base des assassins orientaux, donc les assassins issus des Hashashin, donc les assassins on va dire plus associés à l'islam avec un I majuscule, et les assassins qui vont être associés à l'extrême-orient, donc les assassins japonais, les ninjas. Même si on a souvent eu beaucoup d'amalgames entre la Chine, le Japon, la Corée, évidemment on peut penser à Sub-Zero dans Mortal Kombat qui est littéralement un ninja de Chine. Mais bon, c'est pas la question ici. Avec ces figures qui ont été présentes pendant très longtemps et qui sont encore dans beaucoup de fiction, jeux vidéo, films, livres, séries, peu importe, on a une autre figure qui est apparue et qui en fait est une espèce de version plus occidentale de l'assassin. L'assassin, dans sa version occidentale, c'est un espèce de mélange entre différentes figures, on va dire. Là, je vous ai mis quelques figures majeures. Donc, tu parlais de Hitman, John Wick, James Bond, et je vous ai mis Spike de Cowboy Bebop. C'est des figures qui sont un petit peu entre l'assassin, l'espion, le dandy d'une certaine manière, des personnages très charismatiques, mais qui sont toujours des assassins, hein, quelque part.
Alors James Bond, il tue, John Wick, il appartient littéralement à une société secrète parallèle d'assassins. Hitman, ça veut dire c'est une personne qui tue pour des contrats. Et en fait, cette figure d'assassin, elle s'est... on a pu observer une espèce de... Enfin, pour moi, hein, toujours, une espèce de séparation entre différentes figures. L'espion, le tueur à gages, le chasseur de primes et l'assassin. Mais cet assassin, dans des considérations modernes, aura toujours un côté un petit peu soit ninja, soit assassin. On peut penser voilà, à John Wick qui, dans certaines de ses scènes, touche plus à tout ça. Et en fait, cette différence dans l'évolution de la figure de l'assassin, ça a donné toute une variété de personnages qui, au lieu d'être juste des guerriers de l'ombre qui agissent pour un commanditaire, deviennent des guerriers très classe, qui se montrent, qui sont vraiment visibles et qui agissent toujours pour représenter un idéal. James Bond, c'est l'idéal, dans certaines de ses histoires, c'est l'idéal américain contre les méchants communistes. John Wick, c'est un espèce d'idéal comment dire, il représente une espèce de vision plus acceptable par notre morale que l'alternative qui est en face de lui, qui est une société d'assassins un peu corrompue avec des soucis. Hitman, bon, par contre, là, c'est purement pour nous mettre dans la peau dans le tueur à gages, il y a un peu moins de ce genre d'idée. Et Spike, qui lui est un personnage charismatique, mais qui est lié aussi à la série Cowboy Bebop, qui mélange série de cowboy et film noir. Donc, du coup, c'est un personnage particulier, mais que j'ai mis parce que j'aime beaucoup. Donc, cette figure de l'assassin, il a fallu lui donner d'autres éléments. Il y en a un que j'ai oublié de mettre, j'y pense, c'est la figure du sniper, qui est l'assassin le plus moderne au final, mais qui, parfois dans ses représentations, va aussi chercher du côté de ses deux origines primitives, c'est-à-dire que souvent on peut retrouver des snipers avec des attirails tout noirs, on a parfois même des snipers ninja, ça arrive dans la fiction, et on a cette espèce de logique-là. Les assassins, ils ont évolué à la fois avec l'armement, parce que bon, aujourd'hui c'est vrai qu'un assassin avec juste une dague dentelée, c'est pas forcément crédible dans un monde où on a des armes de tir à très longue distance, mais il a aussi évolué avec les personnes qui l'illustrent et la morale qu'ils sont censés représenter. L'assassin aujourd'hui, c'est pas forcément une personne qui tue parce qu'on lui a commandé, ça peut être une personne qui tue parce qu'elle représente une idéologie, parce qu'elle représente quelque chose. L'assassin aujourd'hui, ça peut être celui qui tue de manière justifiée. La justification de la violence, elle est présente ici, et c'est ce qu'on peut retrouver avec James Bond. On a rarement dans un film James Bond de remise en question de pourquoi je tue, qui j'ai tué, comment je l'ai tué. Et en fait, cette figure-là est tellement populaire qu'elle s'est calquée sur d'autres personnages qui, à la base, ne sont pas forcément liés. On retrouve un petit peu de l'assassin moderne dans Sherlock Holmes, par exemple. Le Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. a un petit peu de ce côté-là. Et donc cette figure de l'assassin, elle va avec une espèce d'idée, une espèce d'idéal qui a été largement exploité par la culture américaine, parce qu'on a eu pendant longtemps cette logique justement de la légitimation de la violence dans la culture américaine, qui a amené la figure de l'assassin à évoluer, à se développer, mais pas que dans la culture américaine, alors soit par influence de la culture américaine, ou parce que c'est des considérations qui évoluent. Au Japon, on a aussi une évolution de cette vision-là, en France, on a une évolution de cette vision-là, et aujourd'hui, même si on sait que l'assassin, ça peut être n'importe qui dans la rue qui sort un truc, quand on pense assassin, on pense Hitman, on pense Ezio Auditore, on pense pas forcément James Bond, parce qu'on voit plus comme un espion que comme un assassin, on peut penser John Wick, on pense à toutes ces figures-là qui sont ultra marquées. Et ces figures ultra marquées, si elles sont encore beaucoup utilisées dans la fiction, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'assassinat, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est non plus ultra présent dans nos sociétés. En tout cas, on n'entend pas beaucoup parler. On n'a pas un politicien qui se fait assassiner toutes les semaines, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est une figure qui est toujours ultra présente dans la fiction. Et à travers différents stades, à différents degrés. Mais l'assassin, c'est une figure super importante dans notre fiction actuelle. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité la plus plausible, c'est que l'assassin, c'est une figure qui est identifiable, qui est pratique scénaristiquement, qui est classe, on va pas se mentir, ça permet de faire un personnage qui est apprécié des fans, et qui permet d'ancrer directement le personnage dans la lignée de tout un imaginaire. Alors ici, je vous ai mis quelques personnages inspirés ou qui sont des assassins dans la fiction. Alors vous avez Elwyn Van Cleef de World of Warcraft, donc qui est un voleur, mais pas un assassin, mais dans World of Warcraft, les voleurs sont des assassins. Vous avez deux personnages qui sont issus des comics, donc vous avez la Veuve Noire de l'univers Marvel et Green Arrow, donc là c'est joué par Stephen Amell donc dans la série Arrow.
Vous avez Pike et Katarina, donc du jeu League of Legends, que vous connaissez probablement. Et vous avez Amphinobi, qui est un Pokémon, mais dont l'inspiration vient directement à la fois du ninja et de l'assassin classique du jeu vidéo, du jeu de rôle. Ces figures-là, c'est toujours des figures qui ont des points communs. C'est des personnages qui sont puissants, des personnages qui sont puissants à la fois par leur réseau et par leur force physique, et c'est toujours des personnages qui ont des raisons de tuer. La Veuve Noire, c'est un assassin à la base, mais elle fait partie des Avengers. C'est pas elle a fait des choses qu'elle regrette, elle a subi des choses qui sont problématiques, mais dans tous les cas, la Veuve Noire reste une super-héroïne, malgré son côté assassin. C'est pareil pour Green Arrow. Même s'il a un questionnement moral au début de la série, au milieu de la série, au début de la série, il y a une liste de personnes à éliminer. Il n'y a rien de plus assassin que ça. Et il s'oppose d'ailleurs à d'autres assassins, on peut penser à Deadshot ou à d'autres figures du genre. Pike et Katarina, c'est la même chose. Et Amphinobi, en fait, si je l'ai mis là, c'est parce que thématiquement, c'est très intéressant. Alors, petite histoire un peu Pokémon, dans cette génération de Pokémon-là, les 3 Pokémon de départ, les starters, sont censés représenter 3 figures classiques des jeux de rôle. Donc on a le starter de type feu qui évolue pour devenir un mage, on a le starter de type plante qui évolue pour devenir un tank, et on a le starter de type eau qui évolue pour devenir un voleur, un assassin, et qui reprend l'iconographie du ninja. Et pareil, dans Green Arrow, on a des personnages qui reprennent carrément l'iconographie du ninja, tout en ayant des origines orientales. On peut penser au premier antagoniste de la série, qui appartient à la Ligue des Assassins, dirigée par Hazal Ghul, qui est une ligue orientale, mais qui dans son iconographie peut rappeler par moments le ninja. La Veuve Noire, pareil, on a des moments où elle peut faire penser à un ninja, elle peut faire penser à la fois à une espionne, à tout ça, et en fait on a cette espèce de mélange d'iconographie, ce mélange de différentes cultures. Les 100 visages en général, Arya Stark dans Game of Thrones, bien évidemment. C'est vrai. Voilà, on peut penser à 1001 assassins. Non, ça vient pas comme ça, c'est tellement popularisé, tellement généralisé qu'il y a trop de choses qui... Et en fait, voilà, cette espèce de mélange iconographique qui s'effectue, surtout dans les fictions américaines, entre le ninja, la chachine, l'espion, le dandy qui s'est développé après. Et en fait, c'est vrai que dans les fictions, c'est rare aujourd'hui d'avoir un assassin qui est un civil. Les assassins, c'est toujours des figures. C'est pas un personnage, c'est pas Didier ou Roger, c'est l'assassin. Et on peut le résumer à ça. On a des films qui sont dédiés à glorifier des assassins, des personnages comme ça. Et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est parce que c'est des figures qui sont ultra intéressantes thématiquement, qui nous permettent de nous questionner sur notre rapport à la politique, sur notre rapport à la mort, et qui permet en plus de ça de s'ancrer dans tout un carcan idéologique, qu'il soit, peu importe son origine, inspiré, qui permet de justifier la violence, de légitimer la violence, ou au contraire, dans d'autres œuvres, de la condamner. Donc voilà, l'assassin, c'est une figure qui est ultra intéressante, qui trouve différentes origines thématiques et différentes origines historiques dans leur origine, mais qui servent des idéologies beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus modernes, et une iconographie surtout qui a évolué avec son temps. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si dans la fiction, je pense surtout aux jeux de rôle, jeux vidéo, etc., on voit toujours l'assassin avec son petit couteau, sa petite lame secrète, ses shurikens, ces trucs comme ça. On a quand même aussi beaucoup de... C'est quand même beaucoup moins réaliste qu'un mec avec un pistolet, qui est quand même plus efficace, on va pas se mentir. Mais c'est toujours une figure qui persiste, qui reste, parce que elle est facilement reconnaissable, facilement identifiable, elle est agréable, elle pose plein de questions, et c'est un personnage de fiction super intéressant. Donc l'assassin historique, les assassins historiques sont devenus une espèce de fusion, un archétype de personnage qui est présent absolument partout, dans des séries aussi bien pour enfants que pour adultes, hein, parce que, je veux dire, des assassins, vous avez des figures qui sont des assassins quasiment dans Pokémon, dans Beyblade, dans toutes ces séries pour enfants, et vous avez des figures qui sont des assassins, voilà, dans plein de séries, et quand on y pense, c'est une figure qui est partout, qui a marqué aussi bien l'histoire que l'histoire de la fiction, et qui encore aujourd'hui continue de faire des émules et d'être présente un peu partout. Bien sûr, et puis déjà, ne serait-ce qu'avec l'invasion de la zone 51 en Naruto Running. Alors, cette évolution des figures d'adaptation pour en arriver là, quoi. Mais oui, voilà, tu prends des séries, typiquement Naruto, c'est tous des assassins, ils sont formés pour tuer des gens, pourtant c'est pas du tout le propos de la série. Voilà, il y a plein d'idées comme ça, la Veuve Noire, et évidemment, la figure de l'assassin qui mélange toutes ces influences-là, c'est Batman, qui ne tue pas, mais qui partage toutes les caractéristiques d'un assassin. On a plein de personnages comme ça qui sont ultra caractéristiques,
Zoro aussi, qui dans One Piece. Non, Zoro dans Parce Zoro. que dans One Piece, il a vraiment la figure du ninja en ce moment. C'est un samouraï, Zoro. Oui, mais en ce moment, genre avec du coup le dernier arc c'est un de samouraï. Zoro. Ouais, tu trouves ça. Ah oui, c'est un samouraï. Ok. Moi, je trouve quand même qu'il a des caractéristiques que tu énonces. Non, parce qu'en plus, il y a des ninjas dans One Piece. Oui, il y a Shinobu. Voilà. Mais ouais, c'est une figure qui est partout. Donc voilà, si jamais, quand vous regardez un petit truc avec un personnage qui commet des meurtres, posez-vous la question d'où viennent ses influences et pourquoi on montre ce personnage-là. Pourquoi est-ce que ce personnage-là est gentil ou pourquoi est-ce que c'est le méchant? Qu'est-ce qu'il représente? Parce qu'au final, la figure de l'assassin, en plus d'être une figure archétypale super intéressante, c'est une figure idéologique majeure qui permet de questionner le lecteur, le spectateur, sur ce qu'il regarde, sur le rôle des personnages. Et voilà pour ma chronique. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions. Donc, je vois qu'on nous a donné des personnages. Donc oui, Arya Stark. Il y avait un bon conflit comme ça dans le premier Assassin's Creed, en mode attention, on tue que les cibles, personne d'autre. Oui, d'ailleurs, dans Assassin's Creed, toujours dans les jeux, si on tue trop de civils, on se fait déconnecter et on revient au point de sauvegarde d'avant, c'est comme si on avait perdu. Un ninja, c'est un japonais habillé en paysan qui fait des embuscades. Après, les potes sur les Oui, on est loin du cliché, bien sûr, c'est des figures. De toute façon, l'assassin a toujours été idéalisé dans tout ça. Hein. Le ninja, c'est pas forcément toujours le guerrier d'élite super entraîné. Même les Hashashin, on n'en sait pas grand-chose sur eux. Ouais, mais c'est la culture populaire qui a vraiment... Justement, oui, c'est des figures tellement mystérieuses et hors de la société en général, hors des codes moraux, hors des codes qu'on a habituellement, que oui, évidemment, on a eu une réinterprétation continuelle. Et en fait, au final, la réinterprétation qu'on a aujourd'hui, c'est pas la réinterprétation directe du mythe original, c'est la réinterprétation d'une réinterprétation d'une réinterprétation d'une réinterprétation. Non, ce qui amène à des déformations qui nous amènent à ce qu'on a aujourd'hui au niveau des déformations, voilà, qui ont créé ces personnages, parce que voilà. Il y a eu peu, dans l'histoire, il y a eu peu de personnages qui étaient comme Z de League of Legends, avec des grosses armures. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Je me rappelle ce train de il y a eu peu de personnages comme Green Arrow. Voilà, Green Arrow, on a pris l'assassin archétypal, on l'a foutu sur Robin des Bois et ça nous donne Green Arrow. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Donc voilà, pour la figure de l'assassin dans la fiction. Ben, merci Tom du coup pour la chronique qui était hyper intéressante. Vraiment. C'est une vision des choses, en fait, du coup tu remets en cause pas mal de trucs. Donc du coup je vais peut-être pas voir les... du coup n'oubliez pas d'aller voir Black Widow cet été au cinéma, vu qu'ils ont ouvert, évidemment. Du coup je vais pas le voir de la même manière. Et la figure de l'assassin, pour moi, ça fait partie de ces figures qui vraiment ont été redéfinies par la fiction. Une autre figure comme ça, c'est le chevalier, on en parlera peut-être une fois, mais c'est vrai que... Voilà, ce que disait Nerila justement sur... les ninjas dans les faits, les ninjas dans la fiction, on peut avoir pareil avec les chevaliers, les combattants médiévaux, on peut avoir pareil avec les scientifiques, on peut avoir pareil avec les astronautes, on peut avoir pareil avec plein de figures. Non, mais la figure du chevalier, c'est quand même vachement décalé par rapport à ce que c'est vraiment la culture populaire qu'on a aujourd'hui, donc ça peut être hyper intéressant d'en parler. Il y a plein de choses qu'on peut voir, plein de choses qu'on peut faire. De toute façon, moi, je préfère un OSS 117 à un James Bond quand même. Alors oui, ça dépend des goûts, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est vrai que bon... Il y a le nouveau en plus. Ouais. Pas. Je sais pas du tout, franchement. Voilà. Donc du coup, voilà, s'il y a des réactions, des questions, n'hésitez pas. Sinon, voilà, émission très sympa. Moi, j'ai bien kiffé, appris plein de petites choses sympas là, sur les infos. Un petit ton un peu sympa aussi. Ouais, chill, tranquillement. Et puis, vraiment un chat... Au taquet. Ouais, au taquet. On n'a pas la quantité, mais on a la qualité. Tu vois. C'est ça. Merci à vous, évidemment, pour vos commentaires, pour avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à partager la cahute, que ce soit quand on est en live ou à partager les rediffusions, ça nous aide énormément. Merci pour votre présence et pour votre réactivité et toute l'interaction qu'on peut avoir. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle cahute, cette fois avec un invité et qui portera sur le thème de l'histoire du paramédical. On n'en dit pas plus pour l'instant. Oui. Voilà, on va parler paramédical, on va parler de disciplines récentes comme très très anciennes. Donc voilà, on espère que vous serez au rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis et puis bonne fin de semaine
Encore une fois, grosse force à ceux qui sont encore en rattrapage, on pense à vous, oui. On vous envoie plein d'énergie, et puis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.